Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. Crise migratoire en Tunisie, entre polémiques, fake news et pression de l'Union européenne. Tunis se défend de toute discrimination envers les migrants africains. Kais Saïed a pour rappel dénoncé la présence de hordes de migrants clandestins en Tunisie, dont la venue relevait selon lui d'une entreprise criminelle et appelé à la prise de mesures urgentes pour y mettre fin. Face à certains dérapages de violence, le président tunisien a très vite tenu à préciser que son pays tentait de gérer un flux migratoire illégal et que cela ne concernait en rien les migrants en règle. Depuis, une campagne haineuse et dangereuse grossit sur les réseaux sociaux. Des médias internationaux dénoncent en effet l'usage détourné d'images de violence envers les subsahariens intervenant dans d'autres pays et volontairement présentées comme étant des vidéos tournées en Tunisie. Des vidéos qui nuisent bien sûr profondément à l'image du pays jusqu'à entamer ses relations diplomatiques et économiques avec les capitales africaines. Quels sont véritablement les dessous de cette affaire brûlante? Pourquoi cherche-t-on à abîmer l'image de la Tunisie? Décryptage ce soir avec notre invité, M. Riyad Sidaoui, politologue. Il est avec nous à partir de Skype. M. Sidaoui, est-ce que vous nous entendez bien? Bien, merci. Parfait. Vous restez avec nous. Je vous propose, avant donc de revenir sur cette affaire et faire le point sur ce flot de fake news, comme je vous le disais, fake news, fake vidéos qui inondent les réseaux sociaux et les médias internationaux. Et elles sont présentées comme des vidéos comme des images ayant intervenu en Tunisie. On fait le point avec Yanis Aïd Belkacem. Depuis quelques jours, des images et vidéos de révolte ou de mouvements de protestation des migrants africains font le tour des réseaux sociaux, des scènes qui se sont produites au Sénégal ou même au Mali. Mais pas en Tunisie, comme le font savoir certains médias, une campagne qui a pour but de diaboliser le gouvernement tunisien, notamment après la déclaration du président tunisien Kais Saïed sur la décision d'expulsion des migrants africains en séjour illégal en Tunisie. À l'exemple de cette vidéo qui a été postée sur le réseau social TikTok avec comme titre « La Tunisie sous occupation », cette vidéo montre en réalité des centaines d'opposants qui protestent à Dakar en 2022. Cette autre vidéo a également été partagée à travers des pages marocaines avec pour titre des migrants africains occupant plusieurs gouvernorats en Tunisie. Mais si on regarde bien les plaques d'immatriculation, elles sont bel et bien marocaines. La scène s'est déroulée au Maroc lors d'un mouvement de grève des chauffeurs de taxi à Casablanca. Ou même cette vidéo dans laquelle on voit de nombreux migrants subsahariens dans le désert se dirigeant en Tunisie. Or cela n'a rien à voir puisqu'il s'agit d'une vidéo filmée ailleurs. Actuellement, la Tunisie fait face à une campagne délibérée de désinformation pour la simple raison qu'elle refuse de se mettre sous le giron occidental et sioniste en défendant sa souveraineté et son indépendance politique à l'égard de certaines questions internationales. Et on va revenir un petit peu sur la genèse de cette crise. Est-ce que l'ampleur, la Tunisie en fait se défend aujourd'hui d'un quelconque caractère xénophobe envers les migrants subsahariens? Cela faisait déjà plusieurs mois que la Tunisie tentait de maîtriser en vain ce flux migratoire illégal, incessant. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question migratoire est devenue une question de sécurité nationale en Tunisie? Oui, je pense, oui, évidemment. La Tunisie, c'est un petit pays qui a des ressources très, très limitées. Les hôpitaux, les infrastructures de l'école, de l'administration, etc. C'est très, très limité. Donc, la Tunisie ne peut pas accueillir des centaines de milliers d'Africains. Et le problème est venu avec la guerre de 2011. Quand l'OTAN a cassé, détruit le régime, l'État et le gouvernement de Kadhafi, les Africains qui ont été en Libye, ils ont immigré en Tunisie et on a construit des camps pour ces réfugiés, on les a aidés, etc. Donc après, certaines sont restées en Tunisie. Nous savons bien, pour expliquer de fond de choses, nous savons bien que Kais Saïed est visé par des cercles sionistes dans le monde, par les lobbies sionistes dans le monde. Kais Saïed, pendant sa campagne électorale, a dit que la normalisation avec l'entité sioniste, ce n'est pas une opinion à discuter, mais c'est une haute trahison. Il a répété plusieurs fois aussi quand elle est devenue président. Donc, les lobbies sionistes
sont impliqués dans cette campagne. Et avec une alliance avec le Maroc, on voit bien les fake news, etc. Aussi, le ministre de la Défense, le secrétaire d'État américain Lloyd Austin, a critiqué la démocratie aux États-Unis, en Tunisie, pardon. Alors, puisque le ministre de la Défense, en principe, il s'occupe de la guerre Ukraine, il s'occupe du conflit avec la Chine, mais qu'il intervient dans les affaires internes de la Tunisie, là, elle est face à un président Kais Saïed, qui est un homme de droit. Sa formation, c'est un professeur de droit constitutionnel. Donc, pour lui, la charte de l'ONU interdit toute ingérence dans les affaires des États, que ce soit une grande puissance, une puissance moyenne ou même un petit État. Donc, lui, il applique toujours le droit, il applique toujours les règles de droit. Il a répondu au ministre de la Défense américain, le secrétaire d'État. La même chose avec Blinken. Les Français aussi, le critiquaient souvent. Kais Saïed, s'il normalise avec l'entité sioniste, demain, il va être la bienvenue, il va être défendu par ces cercles sionistes, comme le cas du Maroc. Le Maroc a tué des Africains, a tiré et massacré des Africains. Nous le savons bien, on a les images, on a les vidéos. Dans l'enclave espagnole de Melilla. Oui, absolument. On a étoffé l'affaire au plan médiatique occidental parce que le Maroc a normalisé avec l'entité sioniste, a des accords stratégiques et militaires avec l'entité sioniste. Alors, vous dites en substance que cette crise migratoire n'existe pas réellement en Tunisie et qu'elle a été fabriquée. Les ONG internationales parlent de la présence entre 30 000 et 50 000 migrants illégaux sur le territoire tunisien. Et bien sûr, face aux difficultés d'accès à l'Europe, beaucoup choisissent aujourd'hui de rester en Tunisie, ce qui n'était pas le cas au début des années 2000 où la Tunisie était plus un pays de transit. Oui, c'est ça le problème. En fait, l'Union européenne, qu'est-ce qu'il veut? C'est l'hypocrisie totale. C'est la politique de 2 poids, 2 mesures. Et il veut que la Tunisie devienne le gendarme qui protège l'Union européenne contre l'immigration africaine. Il veut que la Tunisie joue le rôle du gendarme, parce que ces Africains, en fait, ils veulent s'immigrer en Europe, pas en Tunisie. Mais l'Union européenne a fait des pressions pour qu'ils restent en Tunisie, pour qu'ils s'installent en Tunisie. La société tunisienne, l'économie tunisienne, l'administration tunisienne n'est pas prête. L'Allemagne pourrait absorber, la France, oui, pourrait absorber des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, mais la Tunisie, malheureusement, pas. Et Kais Saïed a dit ce que les présidents et les chefs d'État occidentaux le répètent chaque jour, quand ils renvoient les immigrés parce qu'ils ne sont pas en règle, et a dit ceux qui sont en règle, que ce soit des étudiants, des hommes d'affaires, des ouvriers, etc., ce sont nos frères. Il a utilisé le mot « ce sont nos frères ». Et c'est vrai, les Africains sont nos frères parce que finalement, nous aussi, on est des Africains. Mais c'est la politique hypocrite de 2 poids, 2 mesures. Non, vous êtes raciste parce que vous voulez pas que ces immigrés africains restent chez vous. Or, ces immigrés, ils veulent aller en Europe. Et l'Union européenne veut que la Tunisie devienne le gendarme qui protège l'Union européenne. Alors, vous dites un peu aussi que la Tunisie, finalement, n'a pas les moyens de faire face à une crise migratoire de grande ampleur. C'est un peu ça que le président tunisien veut empêcher aujourd'hui. Absolument, absolument. La Tunisie est en train de vivre une crise économique très, très grave. Nous savons bien la crise financière de l'État. L'État ne trouve pas de finances. Le FMI aussi fait des chantages avec le président Kais Saïed. Et le président Kais Saïed ne veut pas normaliser avec l'entité sioniste. Et l'Union européenne aussi fait des chantages et fait des pressions pour que les immigrés africains, au lieu qu'ils aillent vers l'Europe, ils doivent rester en Tunisie. C'est la Tunisie qui doit s'occuper d'eux. Tout simplement, ils veulent que la Tunisie devienne le gendarme contre l'immigration africaine vers l'Europe. Donc, lorsque le président tunisien Kais Saïed parle de complot ourdi contre son pays, il désigne ces organisations, l'entité sioniste particulièrement, comme vous êtes en train de le dire, et ces partis seraient aussi derrière la campagne médiatique haineuse contre la Tunisie, avec, on le disait en début d'émission, ce flux incessant, flux important, massif, d'images, d'agressions contre les subsahariens, provenant
pour la plupart, et même des médias occidentaux, des médias français, ont identifié ces images comme provenant parfois du Maroc, parfois du Soudan, parfois en France même. Aujourd'hui, il y a cette campagne haineuse parce que la Tunisie va payer un peu ses positions politiques. C'est bien cela? Oui, absolument, absolument. À titre d'exemple, le Maroc, quand le président tunisien Kais Saïed a reçu le président sahraoui Ibrahim Ghali comme un chef d'État, il est un chef d'État parce que la République sahraoui est membre de l'Union africaine. Le Maroc s'est acharné contre le président Kais Saïed. J'ai vu les insultes chaque jour dans les réseaux sociaux marocains contre le président Kais Saïed. Ils ne sont pas loin de cette machination, de cette campagne contre le président Kais Saïed. La même chose si les sionistes ne sont pas loin, les lobbies sionistes ne sont pas loin dans cette campagne. Le président Kais Saïed est visé. C'est un homme intègre, c'est un professeur de droit constitutionnel. Il applique le droit à la lettre. Il applique le droit à la lettre et c'est clair pour tout le monde. Ceux qui ne sont pas en règle sont renvoyés dans leur pays. Et c'est la pratique quotidienne dans les capitales occidentales. Alors, dès qu'il s'agit de la Tunisie, non, vous êtes raciste. Mais comment nous sommes racistes? On est mélangés. Personnellement, que ce soit en primaire, au secondaire ou à l'université tunisienne, on étions toujours des classes mélangées. On trouve les noirs, les bruns, type arabe, type berbère, on trouve les blancs même et les blondes. Donc, on est une société en harmonie. Mais Kais Saïed en personne est visé par les cercles sionistes et leurs alliés, je veux dire par leurs alliés, le Maroc. Quand vous dites Kais Saïed, donc il y a la volonté de faire tomber le président tunisien avec ses agressions répétées sur les réseaux sociaux, dans certains médias. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une symphonie contre le président Kais Saïed. Le secrétaire d'État de la Défense des États-Unis d'Amérique le critique. Blinken, le secrétaire d'État du Department State, le critique sévèrement. La même chose, les Français, l'Union européenne, les Allemands, etc. Kais Saïed veut la souveraineté de la Tunisie, mais lui, toujours, il répond parce qu'il applique le droit international. Vous n'avez pas le droit d'ingérence dans les affaires internes de la Tunisie. Il réplique souvent. Et ça ne plaît pas ces capitales occidentales. Ils sont habitués peut-être par des gouverneurs qui acceptent leurs pressions ou qui acceptent même leurs directives. Kais Saïed, non, il applique le droit international. Vous renvoyez des émigrés qui ne sont pas en règle, ça se fait partout dans le monde entier. Pourquoi ça ne se fait pas en Tunisie? Quand ça se fait en Tunisie, ça devient du racisme. Alors, il y a eu déjà des répercussions économiques, donc à savoir le blocage des marchandises tunisiennes dans certains ports africains, l'annulation aussi de commandes et même de marchés de campagne et des campagnes de boycott des produits tunisiens dans certains pays africains. Jusqu'où ça peut aller, selon vous, Riyad Sidawi, aujourd'hui, cette campagne haineuse contre la Tunisie et pour abîmer surtout l'image de la Tunisie en Afrique? Moi, je pense que le président Kais Saïed a commencé à expliquer, il a reçu des dirigeants africains et a expliqué la situation. Il a reçu plusieurs dirigeants africains. Notamment le président de la CEDEAO. Voilà, à titre d'exemple. Et a expliqué la situation. La campagne ne vient pas des Africains, ne vient pas de l'Afrique, mais elle vient des lobbies sionistes, elle vient des Marocains et des capitales occidentales qui n'ont pas aimé un président souverain, un président qui défend l'indépendance de la Tunisie. Dans chaque discours, le président Kais Saïed, il dit « J'ai l'obligation de défendre l'indépendance de la Tunisie, la souveraineté de la Tunisie. Je ne me permets pas l'ingérence dans les affaires internes de la Tunisie. » Certaines capitales occidentales voient la Tunisie. Qui est cette Tunisie? Un petit pays qui n'est pas riche, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, qui n'est pas puissant. Pourquoi ce président nous défie? Pourquoi ce président nous défie? Pour une simple raison, lui, il ne défie pas, mais c'est un homme de droit. C'est un professeur de droit constitutionnel, aussi en tant que président, et doit défendre, et chaque président dans le monde doit défendre l'indépendance de son pays et la souveraineté de son pays. C'est ce que fait Kais Saïed, et ça ne plaît pas aux capitales occidentales. Alors, les Africains, je pense que la Tunisie est en train de mener une campagne d'explication à nos frères africains. D'ailleurs, Kais Saïed a répété plusieurs fois
vous êtes nos frères africains. On ne peut pas dire plus. Vous êtes nos frères africains. Vous parlez de la souveraineté de la Tunisie que veut rétablir ou maintenir en tout cas le président tunisien. Est-ce qu'il pourrait y avoir des relents de ce qu'on a appelé les printemps arabes en 2011, ce sur quoi vous avez beaucoup travaillé? Est-ce qu'il y a des relents d'un possible retour, d'un changement de régime? Vous dites que les capitales occidentales mettent beaucoup de pression sur ce petit pays qui ne dérange pas finalement beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, il y a une prise de position de ce président tunisien qui inquiète certaines capitales occidentales. Merci beaucoup pour votre question, parce que j'ai publié 4 bouquins sur le printemps arabe. Un en français du printemps arabe à Daesh, l'autre les vérités cachées du printemps arabe. Le printemps arabe, c'est quoi? On a visé la Tunisie, on a compris qu'il y a une intervention étrangère de la part de la Tunisie étrangère. TF1, Claire Chazal, je pense le 29 février 2011, dans le téléjournal TF1, au milieu, elle a dit finalement on a su ce qui s'est passé en Tunisie. C'était un coup d'État militaire mené par la CIA avec la participation des chefs des armées Rachid Ammar et le ministre des Affaires étrangères, Kamel Mourged. C'est la version française. Hein. Donc, mais on a compris que déstabiliser la Tunisie afin de faire tomber 2 régimes voisins. Le régime libyen, ils ont réussi. Mais réussi comment? C'est pas par une révolution, c'est par une agression externe. La résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU ne stipule pas la destruction du régime libyen. Juste l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne et une vague phrase la protection des civils libyens. Or, l'Algérie a été visée depuis 2011. Personnellement, j'étais contacté par la presse occidentale et ils insistaient que je dois parler d'un printemps arabe en Algérie en 2011. J'ai bien expliqué ça dès l'introduction de mon livre en langue arabe, de Tunis à Damas, vérité cachée du printemps arabe. Ils veulent aussi un printemps arabe en Algérie. Pourquoi ils ne veulent pas résoudre le problème libyen? Pourquoi ils ne veulent pas résoudre le problème libyen? Parce qu'ils ont toujours, longtemps qui a cassé l'État libyen, ils ont toujours l'espoir d'exporter l'anarchie libyenne vers la Tunisie, et là, l'Algérie sera encerclée par une anarchie tunisienne et une anarchie libyenne, une déstabilisation du régime tunisien. Et nous savons bien la situation chaotique aujourd'hui en Libye. Donc, l'Algérie est aussi visée par ce plan. Donc, à partir ou à travers la fragilisation de la frontière est de l'Algérie, c'est ce que vous voulez dire? Absolument. Donc, on a le problème libyen qu'ils ne veulent pas résoudre la question libyenne. Ça, je l'ai dit, je l'ai répété depuis 2011. Parce que s'ils sont sérieux vraiment afin de résoudre la question libyenne, pourquoi pas? Ils n'ont pas accepté la candidature de M. Sabri Boukadoum, l'ex-ministre des Affaires étrangères algérien. C'est un homme qui connaît parfaitement la Libye, qui connaît la langue arabe, qui connaît les tribus, l'islam, etc. Il pourrait résoudre sérieusement la crise libyenne. Mais ils ont refusé sa candidature. Je parle de la Grande-Bretagne et de la France, des États-Unis d'Amérique. La même chose pour l'ex-ministre des Affaires étrangères, Mounji Hamdi, c'est mon ami personnel. Il m'a expliqué aussi, il était candidat, mais il m'a dit il y a un veto, je pense anglais, britannique, contre ma candidature. Donc il faut chercher quelqu'un d'autre qui ne résout pas le problème libyen. Pourquoi? Parce que le problème libyen doit rester afin de déstabiliser la Tunisie et puis déstabiliser l'Algérie. D'ailleurs, si je cite Bernard Bajolet, le 27 octobre 2015, là je parle de Moyen-Orient arabe. Bernard Bajolet, à l'époque, était chef de la DGSE française, les services secrets français extérieurs. Le 27 octobre 2015 à Washington, a dit oubliez les cartes actuelles de la Syrie et de l'Irak. On a des nouvelles cartes qui se composent. Il y a un plan Sykes-Picot, c'est ma conclusion dans mes 4 livres sur le printemps arabe. Ça a réussi en Libye, ça n'a pas réussi en Égypte,
Ça n'a pas réussi en Syrie grâce à l'intervention massive de la Russie et le soutien chinois. Et j'ai un argument, hein, c'est l'ex-ministre des Affaires étrangères française, Roland Dumas, sur l'antenne d'une chaîne de télévision française, j'ai la vidéo sur YouTube, disait que j'étais à Londres 2 ans avant la crise syrienne, ça veut dire 2009. Mes homologues anglais m'ont dit, est-ce que la France est prête à participer dans ce plan, déstabiliser le régime syrien, supprimer le régime syrien? Quand le journaliste français lui a posé la question, mais pour quelle raison? Roland Dumas a répondu, c'est un régime qui ne veut pas signer un accord de paix avec Israël, c'est un régime qui soutient la résistance libanaise, qui soutient la résistance palestinienne. Il faut se débarrasser de ce régime, il faut éliminer ce régime. Donc il y avait un plan, on parle d'un plan. Moi, personnellement, en tant que politologue, je n'ai pas le droit d'utiliser le concept complot, mais je parle d'un plan politique, un sexe picot, diviser des États arabes, déstabiliser des États arabes, un après l'autre. C'est un complot, monsieur Sidaoui. Un Sykes-Picot 2, ça s'apparente beaucoup à un complot international. On parle d'un plan. En sciences politiques, on n'a pas le droit. Sinon, après, ils vont nous dire vous êtes partisans de la théorie de complot. On dit un plan. Alors, juste par rapport à l'anarchie qu'il y a aujourd'hui en Libye, qu'il pourrait y avoir en Tunisie et que l'on veut provoquer en Algérie, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que ça apporterait à l'Europe qui veut absolument empêcher un flux massif migratoire illégal, clandestin? Qu'est-ce que ça apporterait le contraire de ce que veut aujourd'hui l'Europe avec son agence, notamment Frontex, et qui dépense énormément d'argent pour mettre des barrières à cette crise migratoire chez elle? Bon, votre question est aussi intelligente parce que vous dites l'Europe, mais malheureusement, je dois dire, le plan de printemps arabe, c'est un plan américain. C'est un plan américain. D'ailleurs, quand Aliza Rice a mis les premiers points là, de ce plan, c'est un plan américain. Mais, monsieur Sidaoui, l'OTAN, lorsqu'elle a intervenu en Libye, c'est bien la France qui était en ligne de front. Oui, ça c'est vrai, mais la France aussi pour des questions personnelles entre Sarkozy et Mohamed Gaddafi. C'était aussi une question une vengeance personnelle. Oui. Voilà, mais Obama l'a bien expliqué avec Atlantic Review, je pense, il a donné une interview avant de quitter la Maison Blanche. Lui, elle a dit, je regrette l'intervention en Libye, parce que, je dois vous expliquer, toute révolution, c'est une boîte noire. Il ne faut pas des ingérences extérieures dans une révolution, sinon ce n'est pas une révolution. Imaginons-nous que la révolution française de 14 juillet 1789 a eu l'intervention de l'armée anglaise, a eu l'intervention de l'armée allemande ou de l'armée autrichienne, le cours de l'histoire va être changé. Oui. Une révolution, c'est une boîte noire, c'est interdit d'intervenir, c'est une dynamique interne des peuples. Quand vous intervenez en Libye, ce n'est pas une révolution. Il n'y a aucun politologue honnête, intègre dans le monde qui pourrait dire que ce qui s'est passé en Libye en 2011, c'est une révolution. Et une révolution, par définition, c'est mon modèle. Ce concept a été abandonné, monsieur Sidaoui. En Libye, je pense que le constat est général. Mais juste pour répondre à ma question, qu'est-ce qu'apporterait cette anarchie dont ne veut surtout pas l'Europe, mais qui y contribue, en tout cas aujourd'hui, à travers certaines ingérences en Tunisie, comme on le voit en Tunisie aujourd'hui? La Tunisie en soi, je pense, n'est pas visée. La Tunisie en 2011, c'était un pont vers la Libye et vers l'Ali, je dirais. Faire tomber le régime tunisien de Ben Ali et ensuite, on peut faire tomber le régime de Gaddafi et pourquoi pas le régime algérien. Et moi, je suis témoin, comme j'ai dit, la presse occidentale m'a contacté, a insisté que je parle d'un éventuel printemps arabe en Algérie. Mais aujourd'hui, monsieur Sidaoui, aujourd'hui Aujourd'hui, à mon avis, le plan est toujours là. Pourquoi le plan est toujours là? Parce qu'ils ne veulent pas résoudre la crise libyenne. C'est facile de résoudre la crise libyenne. Parce qu'ils ne veulent pas résoudre la crise libyenne, trouver une solution pacifique, durable à la crise libyenne, donc stabiliser toute la région. Alors, s'ils ne veulent pas résoudre la crise libyenne, ça veut dire qu'ils veulent garder un bastion de désordre
au Maghreb ou au nord de l'Afrique, afin d'essayer de déstabiliser ou bien même fragiliser les autres États arabes. Une dernière question sur l'Europe qui, on le disait, met une pression importante sur la Tunisie pour faire barrage à ce flux incessant de migrants clandestins, subsahariens particulièrement, en direction de l'Europe. On sait que depuis janvier, l'Italie a par exemple multiplié les entretiens avec le ministère des Affaires étrangères tunisien autour de la limitation de l'immigration irrégulière. Jusqu'où peut aller cette pression européenne sur la Tunisie ? La Tunisie, malheureusement, a conclu beaucoup d'accords avec l'Union européenne. On aurait dû le faire ensemble, tous les pays maghrébins ensemble. L'Union fait la force, mais la Tunisie a fait ses accords européens. Donc, c'est difficile de résister contre les pressions, sauf si le président Kais Saied choisit une réorientation économique. Il va, à titre d'exemple, vers la Chine. Moi, j'ai toujours proposé la solution chinoise. D'ailleurs, beaucoup de pays africains ont choisi la Chine afin d'éviter ces pressions. Parce que c'est clair maintenant, c'est tellement clair pour tout le monde. L'Union européenne veut que la Tunisie devienne le gendarme de la Méditerranée qui empêche l'immigration subsaharienne vers l'Europe. Donc, il faut les stopper. Qu'ils restent en Tunisie, aucun problème, mais pas question qu'ils viennent chez nous. Il faut rappeler que la Tunisie est en négociation avec le FMI, le Fonds international, le Fonds monétaire international. Absolument. Ce qui la fragilise davantage. Voilà, parce qu'ils savent bien que l'économie tunisienne est souffrante aujourd'hui après une décennie d'instabilité politique, vu le régime parlementaire tunisien qui a bien montré qu'il était totalement en échec. Donc, vu cette situation très très fragile de l'économie tunisienne, du budget de l'État tunisien, l'Union européenne se trouve dans une position de force afin de mettre de la pression, utiliser cette carte économique avec l'FMI contre le président Kais Saied. Ajoutons à tout cela, le président Kais Saied est anti-normalisation avec Israël. Il s'affache beaucoup des lobbies sionistes au sein des États européens comme au sein des États-Unis d'Amérique. Monsieur Riyad Sidaoui, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes politologue. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Canal. Excellente suite des programmes.